Happy était un comics qui a été publié aux États-Unis chez Image Comics, qui est un éditeur avec lequel, aux éditions Delcourt, on travaille énormément, à travers des séries notamment comme Walking Dead ou autres. Et lorsqu'est arrivé Happy, ça a tout de suite, immédiatement fait tilt dans nos recherches de licences à adapter en français, ne serait-ce que par la présence au générique de Grant Morrison et d'Eric Robertson, parce que ce sont quand même deux grands noms de la bande dessinée aux États-Unis. Grant Morrison, auteur écossais, qui a énormément fait pour les comics américains. Il a fait partie de cette fameuse vague de la British Invasion, comme on l'appelle, dans les années 80, aux côtés de grands noms tels que Neil Gaiman ou Alan Moore. Et obligatoirement, lorsqu'on voit arriver un projet comme celui-ci, lorsqu'il est annoncé, on a tout à fait l'envie d'aller découvrir ce qu'un monsieur comme ça a envie de raconter. Qu'il soit associé de plus avec Derek Robertson, qui s'est fait remarquer aux côtés de Warren Ellis sur Transmétropolitan notamment, ça faisait une addition de talent à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. Lorsqu'on regarde les carrières de l'un et de l'autre, ils sont arrivés sur le marché américain à peu près à la même époque, dans les années 80. Morrison, faisant partie donc de cette fameuse British Invasion qu'on évoquait tout à l'heure, a été l'un des éléments moteurs pour réécrire des grands mythes. Il a notamment travaillé chez DC Comics sur All Star Superman. Il a travaillé sur les X-Men également un peu plus tard, et il était un petit peu l'homme de la situation lorsqu'il s'agissait de faire du neuf avec du vieux, en ce qui concernait des licences établies depuis déjà plusieurs décennies. Robertson, lui, également, a été un des piliers avec Warren Ellis, avec Transmétropolitan, du catalogue Vertigo, qui était je dirais un label adulte de DC Comics, eux-mêmes label de Warner. Et Morrison est quand même celui, à travers ses écrits, aujourd'hui, qui mène, qui prend la main. Alors je ne dirais pas que Robertson s'est mis entièrement au service, effectivement, de Morrison ici, mais on sent bien qu'à travers les thématiques et la manière d'écrire et de rythmer, en fait, Happy, c'est vraiment une œuvre avant tout de Morrison, supportée par le talent de Robertson, oui, absolument. C'est assez court, c'est très rapide à lire, c'est paru en 2012 et en 2013. C'est de l'ultra-violence, c'est de l'ultra-décadence, c'est extrêmement rapide, c'est-à-dire que ça va très très vite, il y a un côté un petit peu coup de poing dans cette histoire. Et quelques années plus tard, donc Happy est devenu, toujours sous la direction de Grant Morrison, mais également avec la participation d'un monsieur assez incroyable et assez indéfinissable qui s'appelle Brian Taylor. C'est devenu donc une série en 8 épisodes pour la première saison, diffusée sur Sci-Fi. Tire au pigeon. C'est l'histoire de Nick Sachs, qui est un ancien policier qui a eu son heure de gloire il y a quelques années et qui désormais survit en tant que tueur à gages. Et concrètement, c'est une loque. C'est la déchéance, il ne fait que boire, que fumer, que se droguer. Et un beau jour, il est visité par une créature imaginaire qui est à la fois un âne, mais également une licorne avec des ailes, toutes bleues, toutes petites, qui lui dit que des enfants ont été kidnappés et qu'il doit aller à leur recherche. Et en fait, cette créature bleue est l'amie imaginaire d'une petite fille qui s'appelle Hayley, qui, on l'apprendra plus tard, est la fille de Nick Sachs. Et donc voilà, ce duo complètement improbable doit partir à la recherche des enfants et, au passage, va rencontrer toute une galerie de personnages, tous aussi violents, décadents et parfois même ridicules les uns que les autres. Chouette, tu peux me voir? C'est quoi ça? Je sais, ouais, t'es pas non plus ce que j'attendais. Non, enfin bon, c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a et on oublie les tracas, pas vrai? Ouais, c'est pas gagné. Enfin, qui ne tente rien, je suis Happy, le cheval. Un des thèmes assez récurrents dans l'ensemble des œuvres de Morrison, et puis qui est issu de ces petites marottes d'écriture aussi, et puis de ce dans quoi il puise un petit peu son imagination, c'est la présence de l'ami imaginaire. Ça, c'est quelque chose qui très régulièrement revient dans la façon qu'a Morrison d'envisager ses personnages. Et quand on creuse un petit peu sa biographie, on apprend par exemple qu'il était
qu'il était fan de l'autobus impérial en français, les Double Deckers, en fait, qui était cette série où il y avait justement déjà un ami imaginaire, puisque c'était Tigresse, c'était le nom de petit personnage dans cette série, qui avait un tigre qui vivait des aventures. Donc il y a toujours cette présence un peu d'un animal imaginaire et qu'on retrouve bien sûr dans Happy avec cette petite licorne bleue qui vient déranger la vie déjà pas mal saccagée de Nick Sax. Nick, il arrive un moment dans la vie où il faut savoir affronter les choses. Va te faire foudre et fous-moi la paix, putain! Oh! Quand tu jures, c'est le bocal à gros mots qui perdure. Ça fera 25 centimes, s'il te plaît. Non! Ce qui est intéressant également, c'est la façon dont ces créatures imaginaires, toutes, puisqu'il y en a une petite dizaine qui apparaissent dans la série, peuvent être vues finalement comme des personnifications des névroses des personnages. C'est-à-dire qu'à la fin de la série, par exemple, la petite gamine, Hailey, qui survit à un traumatisme. A priori, tout va s'arranger pour elle désormais, il ne peut plus rien lui arriver de mal, c'est en tout cas ce que nous semble dire la fin de la première saison. Dit au revoir à Happy, dit au revoir à sa créature imaginaire. Cependant, Christopher Meloni, Nick Sax, continue de voir Happy. Donc on pourrait imaginer que finalement, ces créatures imaginaires, ce sont les névroses qu'on continue de se trimballer, et la raison pour laquelle Nick Sax, comme le Père Noël, d'ailleurs le tueur, le grand méchant, l'un des grands méchants de la série, continue également de voir les créatures imaginaires, parce que finalement ce sont les névroses qui continuent de se trimballer, les choses non réglées dans l'enfance, on peut voir ça comme ça. Nous sommes tous des amis imaginaires. Nous sommes une belle et grande confrérie bâtie de glaçage à la fraise et de rêves. Et toi, tu as été une très vilaine chaussette. Non. Tu as abandonné ton ami au moment où il avait le plus besoin de toi. Tu l'as laissé tout seul, avec rien d'autre qu'un petit tas de laine, quelques boutons et les idées saugrenues qui polluaient son esprit. J'ai pas raison. Plus que la présence d'un animal imaginaire, ce qui m'a intéressé particulièrement dans le pitch quand la série nous a été présentée en BD, c'était ce côté un petit peu what the fuck du personnage et évoluant dans un univers un peu de polar, très noir, très grim and gritty, comme on dit, et ayant d'ores et déjà un certain nombre de séries au catalogue qui sont dans ce registre-là, comme Criminal de Ed Brubaker, comme Fondu au noir, on est dans des ambiances extrêmement noires, de polar et autres. Je dois avouer que ça m'a semblé assez logique d'aller chercher Happy aussi pour ces raisons-là. Moi, ce qui m'a emballé complètement en découvrant la série télé, c'était le respect, vraiment, des thématiques, des tonalités, des dialogues, de la force des dialogues. Les personnages sont parfaitement respectés aussi. Et puis lorsqu'on regarde le générique de la série télé, on comprend assez aisément pourquoi, puisque Morrison fait partie des producteurs de la série. Donc je pense qu'il a eu à la fois son mot à dire, mais qu'il a suivi le travail qui a pu être fait dans l'adaptation en série télé, de manière à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée. Et le fait est qu'on a de fait une excellente adaptation à la télévision d'une œuvre qui au départ est une œuvre de bande dessinée. Grant Morrison ne s'est pas contenté d'apposer le tampon Grant Morrison sur la série Happy, ce qu'il aurait pu se contenter de faire. Mais non, il a vraiment participé à l'élaboration de la série. On ne pouvait pas adapter littéralement le comics Happy sans en faire une série de 2-3 épisodes, parce que, encore une fois, ça va très vite. Donc en effet, Brian Taylor, je ne sais pas exactement quelles sont les obsessions de ce monsieur, mais Brian Taylor a eu carte blanche, puisque Sci-Fi n'est pas une chaîne de network, Sci-Fi est une chaîne qui autorise énormément de liberté, a eu carte blanche pour imaginer tout un tas de nouvelles idées, tout un tas de personnages, tout un tas d'actions complètement barbares. Vas-y. Oh, oui, bébé. Oh. Brian Taylor, concrètement, c'est un mec qui n'a peur de strictement rien. C'est un mec qui ose, même dans un schéma peut-être un petit peu plus complexe, comme par exemple Ghost Rider 2, c'est une suite, c'est un super-héros, c'est un film avec une star, avec Nicolas Cage, donc c'est pas forcément là qu'il y a le plus matière à expérimenter pour lui, et pourtant il parvient quand même à le faire.
En l'occurrence, avec Happy, je pense qu'il a trouvé un terreau particulièrement fertile, puisque, on l'a dit, c'est un comics à la base coup de poing. Or, Brian Taylor fait du cinéma coup de poing. Qu'en plus, c'est un comics plutôt court, donc qui permet à Brian Taylor à la fois d'adapter la trame principale plutôt fidèlement, mais également d'y injecter tout un tas d'idées, tout un tas de références également, puisque la série Happy fait référence à énormément d'autres choses. Il y a un truc, je pense, qui réunit Grant Morrison et qui réunit également Brian Taylor, c'est que ce ne sont pas des mecs qui se contentent de raconter une histoire. Happy, par exemple, ne raconte pas juste l'histoire d'un flic en quête de rédemption. Je pense que ça raconte également certaines choses sur le cinéma, sur la série. Il y a un discours, je pense, très méta, particulièrement au travers du personnage de Christopher Meloni. Donc voilà, c'est pas des mecs qui se contentent de peu, c'est des mecs qui veulent absolument tout de suite, ce qui donne aux comics comme à la série ce rythme extraordinairement frénétique. J'imagine parfois un petit peu dur à suivre, on peut le dire. Mais voilà, c'est passionnant. Le comics, par exemple, il y a des moments où on tourne les pages, on lit et on revient en arrière. C'est assez sidérant de voir la vitesse à laquelle... Pas qu'on puisse penser que Morrison a écrit la BD en prévision déjà d'une adaptation. Maintenant, c'est quelqu'un qui est familier avec les univers de la télévision, on l'a évoqué tout à l'heure avec ses influences d'origine, qui a grandi avec des séries de la BBC, enfin ce genre de choses. Derrière, c'est aussi quelqu'un qui, traditionnellement, écrit avec une densité qu'on n'a pas forcément d'habitude chez les auteurs anglo-saxons, du moins américains. Il est vrai que quand on lit une bande dessinée aujourd'hui signée Neil Gaiman ou signée Alan Moore ou signée Grant Morrison, il y a une qualité littéraire, il y a un travail effectivement de découpage qui est très particulier effectivement aux auteurs anglo-saxons de cette tenue auquel appartient Grant Morrison. En revanche, il y a une vraie densité et des choix qui sont ses propres choix narratifs, mais c'est des choses qu'on retrouve dans ses autres œuvres. Lorsque Grant Morrison intervient aujourd'hui sur une série comme X-Men, à une certaine époque, ou sur Invincible, c'est pareil, on a parfois des ellipses et on a parfois à s'accrocher. C'est-à-dire que c'est pas complexe, c'est exigeant. Voilà. Et l'écriture de Morrison, elle est exigeante. Il est exigeant avec lui-même lorsqu'il écrit. Effectivement, les lecteurs peuvent parfois se heurter à cette exigence. Je pense que ce qui est peut-être beaucoup plus développé dans une logique qui consiste à créer de l'empathie avec les personnages beaucoup plus vite, parce que Nick Sachs c'est quand même un salopard fini, mais avec un gros cœur toujours. Et dans la série télé, effectivement, la relation père-fille, elle est sublimée, elle est extraordinaire. Les deux personnages sont juste adorables et on a envie de les serrer dans ses bras, quoi, avec une licorne au milieu. Joyeux Noël. Moi aussi. Pas mal. Christopher Meloni, c'est, je pense, déjà un grand acteur qui a trop rarement eu l'occasion de le prouver. C'est-à-dire que pendant 12 ans, il a été l'un des deux héros de New York Unité Spéciale. C'est-à-dire diffusé à grande échelle dans le monde entier, diffusé, rediffusé. Et donc, au regard, dans les yeux du grand public, Christopher Meloni, c'est ce flic qui enquête sur des crimes particulièrement violents, mais c'est que ça. Or, Christopher Meloni, il a eu bien évidemment une carrière avant, il a eu un rôle absolument dingue dans une série tout aussi dingue qui s'appelait Oz. Il est également l'un des acteurs de Wet Hot American Summer, qui est d'abord un film qui ensuite a été une série complètement déjantée, dans lequel il fait vraiment l'étage de tout son talent comique, parce que Christopher Meloni est, je pense, un grand acteur comique. Et en fait, je pense que Happy a un côté un petit peu méta, dans le sens où, d'une part, le personnage de Nick Sachs est, je pense, une évolution du personnage d'Elliot Stabler qu'il jouait dans New York Unité Spéciale. Dans New York Unité Spéciale, Elliot Stabler est un flic qui est meurtri par les cas sur lesquels il enquête. Ça bouleverse sa vie familiale, ça bouleverse sa vie personnelle. Et il y a même des moments durant lesquels, tout au long de la série, il a des tentations
d'aller faire justice lui-même dans la rue. Il le dit, c'est un arc qui n'a jamais été scénarisé et filmé. Peut-être que ça aurait pu l'être, on ne le saura pas, mais en tout cas, voilà. Mention est faite du désir d'arpenter les rues et de faire justice soi-même face à toutes les horreurs du monde. Et finalement, qu'est Nick Sachs dans Happy? C'est un flic qui a vu des horreurs, qui a été meurtri également par ces horreurs, et qui devient tueur à gages. Pour le meilleur, pour le pire, voilà, il n'est pas très regardant sur les personnes qui tuent, mais finalement, c'est un mec détruit qui finit par arpenter les rues pour aller faire justice par lui-même, puisque la police, parallèlement à lui, enquête également, avec plus ou moins de succès, mais sur les disparitions des filles, sauf que lui suit sa propre voie. Donc je trouve que finalement, les deux personnages se répondent, voire, avec quelques années d'écart, pourraient être le même personnage. Et ensuite, là où je trouve que c'est également très intéressant, c'est que du fait que Christopher Meloni ait été bridé dans toutes ses possibilités à la fois de carrière, puisque 12 ans de New York Unité Spéciale, ça oblige à refuser d'autres séries, à refuser des films, mais également dans son jeu d'acteur même, puisqu'il était obligé d'être plutôt renfermé, plutôt, on va dire, linéaire, peut-être parfois même un petit peu fade. Là, Happy, c'est l'occasion pour lui, même pas de s'éclater, c'est-à-dire au sein d'une seule et même série de 8 épisodes, d'étaler toute la grandeur de son jeu. Nick Sachs, il est à la fois défoncé, il est à la fois héroïque, il est à la fois drôle, il est à la fois triste, il y a tout un jeu d'acteurs qui d'un seul coup, dans une démesure complètement folle, est d'un seul coup exprimé, et je ne peux pas m'empêcher de voir un Christopher Meloni qui dit enfin, qui dit ça y est, là, voilà, je peux faire absolument ce que je veux. Je pense qu'il a été encouragé justement dans cette douce folie par Grant Morrison et par Brian Taylor. Et voilà, et le résultat est plutôt jouissif. Et je pense que même lui, s'il ne le formule pas concrètement, Happy lui permet enfin d'être libéré des carcans d'une série de network comme New York Unité Spéciale. Il y a un moment, une réunion familiale de mafieux après la mort de certains d'entre eux, réunion qui se fait devant les caméras d'une sorte de télé-réalité, une télé-réalité dans laquelle on suit des femmes particulièrement riches qui n'ont pas grand-chose à faire de leur journée. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas à la base dans le comics, et je pense que c'est quelque chose que Brian Taylor avait envie de raconter, quelque chose qui n'est pas forcément en lien direct avec l'histoire, mais il peut se le permettre. Il peut montrer toute l'absurdité de la chose, l'absurdité de la télé-réalité. D'ailleurs, il le faisait déjà dans son film Gamer, puisque Gamer, le principe, c'était des personnes qui pouvaient, dans le monde réel, contrôler des gens comme des joueurs de chair et de sang, voilà, et les mettre en scène dans des actions purement et franchement dégueulasses. Et donc finalement, Brian Taylor, il trace sa route au travers de ces personnages qu'il crée, et le passage de la télé-réalité est particulièrement intéressant, puisque, en effet, donc déjà d'une part, ce n'était pas dans le comics, donc c'est une idée qui a été ajoutée pour l'occasion, et puis je pense que derrière, il y a un discours aussi sur la télévision américaine, sur la futilité de certains personnages, de certains héros de la télévision américaine. Et moi, ouais, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est une production américaine à la télévision, alors qu'au départ, on a une œuvre qui est éminemment écrite par un auteur britannique, écossais en l'occurrence. Pas de problème là-dessus. Et on est dans du trash punk quand même d'origine. Il ne faut pas oublier les origines de l'ensemble de ces auteurs qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. C'est des types qui ont grandi, qui ont évolué dans une société qui n'a rien à voir avec la société américaine. Et ça, je pense que ça peut avoir aussi son importance dans la manière de représenter, de faire interagir ces personnages et de représenter la société dans laquelle le récit se passe. Il a beau se passer aux États-Unis, il est imprégné
quand même de la sensibilité d'origine que peut avoir l'auteur, qui lui est écossais, et qui n'est pas un Californien bon teint, entre guillemets. Oui. Ah non, non. Non, c'était pas d'accord. Non, restez en nu, connard. Sax, détendez-vous un peu. On se décontracte. Il y a par exemple une scène de sodomie, hein, disons-le, sodomie avortée certes, mais voilà, vers la fin, qui est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais, de profondément malaisant, mais également, et ça va paraître drôle si quelqu'un regarde ça avant d'avoir vu la série, mais également assez hilarant en fait. C'est-à-dire que l'idée n'est jamais de choquer gratuitement, l'idée est soit de choquer pour provoquer la réflexion, soit de choquer pour provoquer l'émotion, soit de choquer pour provoquer le rire aussi. Nick! Nom d'un petit pois, Nick, c'est pas passé loin. On est arrivé, vraiment, pile poil au... Oh, nom d'un sucre d'orge. Est-ce qu'on peut parler de série postmoderne? Oui, je le pense. Est-ce que c'est une réflexion consciente de la part de Brian Taylor et Grant Morrison? Ça, j'en suis pas certain. En effet, il y a chez Brian Taylor une volonté... comment on peut dire ça? Une volonté peut-être d'aller plus loin que ses pairs, de faire plus fort, de faire plus violent, et en effet, d'être un petit peu une sorte de Tarantino, pas sous speed, peut-être plutôt sous crack, quelque chose de plus, de plus malsain. En effet, il cite Tarantino de Reservoir Dogs dans une scène de torture un peu chelou, il cite le Tarantino de Pulp Fiction dans la scène du viol. D'ailleurs, Happy est une série bourrée de références, hein. Il y a aussi des citations à Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, dans une scène qui, selon moi, est de loin la meilleure. Mais oui, c'est une série qui est l'adaptation d'un comics qui cite énormément de cinéastes, qui cite énormément de moments très particuliers de l'histoire du cinéma. Il y a aussi des références à Shining, il y a aussi des références à Full Metal Jacket. Donc, non, pour le coup, c'est d'une richesse assez folle. Ça nécessitera peut-être de mettre pause de temps en temps pour le téléspectateur qui voudra s'en rendre compte parce que là n'est pas le propos. Je pense que c'est davantage du fun de la part de Brian Taylor qu'une réelle volonté de sous-texte. Il y a deux catégories de personnes dans ce monde oublié de Dieu, espèce de sale petite morve visqueuse. Dans quelle catégorie tu veux être? Celle des bonnes femmes ou celle des femmes pourries? Je suis particulièrement heureux d'avoir pu suivre une adaptation qui était extrêmement proche et dans le respect de l'œuvre d'origine. C'est suffisamment rare pour être noté et ça s'est fait aussi dans la qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant où on est laissé pour compte sur la série télé et c'est un vrai bonheur. C'est parfois plus difficile de faire ce constat sur d'autres adaptations. Donc là, sur Happy, le bonheur, génial. Et j'aime autant la bande dessinée d'origine aujourd'hui que la série. Et de savoir qu'une deuxième saison arrive, miaou, quoi.